tváříte se možná, co bude následovat. Je to velice jednoduché, díky moderním technologiím ji uslyšíme, pokud tedy dá vyšší moc a zejména spojení skrze Skype, takže nebudete ochuzeni o její čerbu, takže bych přeci jenom touto cestou, protože ona nás již doufám slyší, rád tady přivítat. A teď. No. Takže ještě vyčkejme. Bonjour. Oui, bonjour. On s'entend? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. D'accord. Donc on est sur la présence virtuelle de Madame Marie Le Drian. Donc accueillez-la, přivítejte dnešní autorku Marie Le Drian. Tak já ji nejprve česky trošku představím. Jde o britaňskou autorku, pochází z města Lorient. Po studiích v Rennes žila nějaký čas v Paříži a pak se rozhodla tedy věnovat pouze psaní a přestěhovala se do oblasti Finistère, zase do Bretaně. Finistère, jak známo, to je vlastně latinský název pro konec země, takže možná i tady na to dojde na otázky podobného typu. Dá se říct, že krajina, charakter místních lidí je nedílnou součástí její tvorby a právě paní Le Drian je označována za typicky bretonskou spisovatelku. Tomu odpovídají i ceny. V roce 1992 například obdržela cenu bretonských spisovatelů a v roce 2001 cenu Bretaně za román. Ačkoliv začala psát již na základní škole, první její vydanou knihou se stal v roku 1993 román Keraligoen. Od té doby vydává další romány a povídkové knihy. V roce 1999 získala stipendium Bernského kantonu ve Švýcarsku a prožila tedy rok tam. Nejúspěšnější z jejich románů je La Cabane d'Hippolyte, tedy Hippolytova chata nebo chýše. Román, ze kterého si přečteme ukázky, pochází z roku 2007 a jmenuje se Attention éclaircie, tedy rozjasnění pozornosti nebo rozjasnění mysli, tak možná by se dalo přeložit. Jedná se o příběh Ellen, která je i po smrti své matky vystavena kritickému komandování, pardon. A jde o setkání 4 žen na štědrovečerní hostině. Poslední tedy moje na doplnění. V jejich dílech můžeme sledovat, jak vynalézá vlastní jazyk a melodii a slova s hrozivou přesností vykreslují svět na okraji, svět často temný, v něm se na konci těch nejbeznadějnějších situací dostaví humor a komično. Takže to je pár slov na úvod. Nyní bych možná peut-être je laisserai la place à Madame Le Drian, si vous voulez ajouter quelque chose à ce que vous n'avez pas compris, j'imagine, en tchèque. Je voulais déjà m'excuser auprès des personnes qui sont là, m'excuser de mon absence. Et je pense qu'il faudrait peut-être préciser que j'avais donc des ennuis de santé, que mon médecin ne m'avait pas autorisé à venir. Takže já bych se především chtěla omluvit ctěnému publiku, že jsem nemohla dorazit ze zdravotních důvodů, které mi to znemožnily. Voilà. Et peut-être à présent, je vais lire un passage de Attention éclaircie. A nyní bych vám tedy přečetla ukázku z toho románu Attention éclaircie, tedy rozjasněná pozornost. Oui. D'accord. Je vous en prie. Merci beaucoup. Rien ne serait arrivé si, en ce matin de réveillon, les langoustines avaient toutes été de la même grosseur. Si, anonymes et frétillantes, elles avaient attendu, entassées dans un seul cachot. J'aurais poursuivi tranquillement ma vie aux côtés de Dominique et des 2 veuves de la gymnastique, dans ce brouillard épais qui atténue les bruits, les lumières et les souffrances. Un brouillard iodé. On y entend les vagues, le vent et les marées. On peut se saisir du sable et des goémons, mais surtout, on oublie que là-bas, à l'horizon, il existe une île. Rien ne serait arrivé. Longeant le chemin obscur, je serais allée, comme tous les matins, rendre visite à Éléonore, mon amie des marais. Et par elle, prévenue du danger, non, pas du danger, de l'événement, j'aurais été plus calme devant mes invités. Déjà, je n'aurais pas oublié la mayonnaise.
Mais depuis bien des années, la vie et la mort des langoustines, leur destin sur nos tables, ont terriblement changé. Autrefois, on les servait seulement pour les mariages et les communions, les baptêmes et les repas de gala. Évidemment, pour les réveillons de Noël, après les huîtres, avant la lotte et le cabillon. Il existait une cérémonie de la langoustine. On avait du respect pour elle, pour ceux qui la pêchaient, la vendaient et ceux qui l'achetaient. Tu lui as pris les langoustines? On vous aimait si, dans votre assiette d'invités, en dehors des fêtes habituelles, on vous servait des langoustines. Vous deveniez une grande occasion, vous-même. Mais tout a changé. Les gens venus de l'intérieur ont multiplié les occasions. On a banalisé la langoustine, même en semaine, n'hésitant pas à en vendre de petites, toutes petites. Des classes entières de petites et de moyennes langoustines sont arrivées sur le marché. Ces gens, venus de l'intérieur vers nos côtes, déjà ravis de déguster des huîtres laiteuses en plein mois d'août, ont filé, tête baissée, vers les langoustines. « Est-ce que vous avez des langoustines? Ma femme et moi, nous adorons. » Les gens venus de l'intérieur n'aiment pas, ils adorent. Il fallait bien les satisfaire, ces affamés. « Oui, nous en avons, mais elles sont petites. » « Cela ne fait rien. » Et ils sortaient leur porte-monnaie. C'est là que l'on a commencé à trier. Ce tri sans lequel rien ne serait arrivé. On a séparé les enfants de leur mère, les petites des moyennes et les moyennes des grosses. On s'est vite habitué aux 3 cajous. Frétillantes, attendant les galas, les mariages, ignorant toujours qu'elles doivent en crier pour en finir avec la vie, les langoustines ont, depuis cette affaire de tri, tout simplement perdu leur dignité. Il fait froid en ce samedi d'hiver, jour de réveillon, veille de Noël, alors que j'hésite devant les 3 cajous. Je lorgne les grosses et le prix des grosses. Je recule pour mieux les voir, je reviens vers les moyennes. Mais que vont dire mes invités? Il n'y avait pas de grosses. Un soir de Noël? Tu rigoles. On s'impatiente derrière moi. Je prends mon temps. Mes invités auront déjà bu du champagne, mangé les petits fours, les huîtres. J'économise en rêve. Inutile de calculer. Je n'ai pas le choix. Ma mère me l'a appris. Sur la côte, toutes les mères l'apprennent à leurs filles. On ne lésine pas avec la langoustine. Si tu n'as pas assez pour des grosses, tu prends autre chose. Et si tu n'as pas suffisamment, c'est bien de ta faute. Je t'ai vu choisir ta robe en Basseville la semaine dernière. Je ne suis pas idiote. T'as cru qu'en cachant l'étiquette, je n'apprendrais pas le prix? Mais ma pauvre fille, les mères ont des yeux partout. Un réveillon, ça se prépare. Pas les 2 pieds dans le même sabot. On met de côté, on fait des enveloppes, on fouille dans les armoires. Ta robe d'avant, elle était très bien. Toutes ces paillettes sur la nouvelle, t'as l'air d'une guirlande. Sur la côte, les mères ne meurent pas. Elles s'absentent. Le temps des funérailles et des condoléances, le temps des couronnes de fleurs, des faire-part de décès, des services religieux, ceux de la première semaine et des semaines à suivre. Elles piétinent et chuchotent dans le sombre couloir du retour. Il leur arrive de perdre patience, de s'énerver, cette année de deuil qui n'en finit pas. Enfin les voilà, elles reviennent, triomphantes. Ah ah, tu croyais être débarrassée? Elles demeurent alors dans l'ombre, tellement vivaces. Il n'est même plus nécessaire d'aller au cimetière. Elles lessivent leur tombe elles-mêmes, parce que ma fille, s'il fallait compter sur toi, quand on voit le désordre de ta cuisine. En marge dans leur linceul, mais toujours présentes, les mères sur nos côtes se mêlent de tout et donnent des conseils. Non, des ordres. Elles observent, critiquent, parfois jubilent, souvent jubilent, toujours jubilent. Et ce matin, ma mère se frotte les mains de mon hésitation. Fallait y penser avant. Les langoustines sont hors de prix à Noël, ma pauvre fille. Et même si tu les mélanges avec des moyennes, t'aurais mieux fait d'économiser sur ta robe. Elle coûtait combien, ta robe?
Et pour briller devant qui? Je me demande. Il n'y a même pas de bons hommes à votre réveillon. Justement, nous serons entre femmes ce soir. Dominique, du bureau de poste, Odile et Solange, les deux veuves de la gymnastique, et moi, Hélène Pogam. Et même en l'absence d'hommes, ou plutôt, surtout en leur absence, il est hors de question pour chacune d'entre nous de porter une robe déjà vue. Alors, 150 € la robe? Tant pis. Ou tant mieux. J'aurais de toute façon hésité devant les langoustines. C'est mon tour à présent. Depuis un bon moment, c'est mon tour. J'écoutais ma mère. Non, elle m'agaçait, me pétrifiait. Elle m'encombrait et la poissonnière s'impatiente. Alors Hélène, tu rêves ou quoi? On attend derrière moi. Réfléchir à mon argent un soir de réveillon, je croyais que ce temps-là ne reviendrait jamais. J'aurais dû fouiller dans mes cartons. Il devait bien y avoir une robe jamais vue ici. Certainement démodée, qu'importe après tout. Mais non, je m'égare. Si dans ce domaine je peux compter sur le silence de Dominique, rien n'échappe aux deux veuves de la gymnastique. Ah bon, c'est de nouveau à la mode? Un de nouveau qui aurait gâché ma soirée. Alors, tant pis pour les 150 €. On s'impatiente. Une voix masculine. C'est Noël, on ne compte pas, ma petite dame. La vie ne repasse pas les plats. La vie ne... Une voix masculine est satisfaite. Un instant d'hésitation, un instant seulement, et je le reconnais. Lui aussi m'a vu. Sinon, même, il serait bien capable d'apostropher une inconnue pour qu'elle se décide enfin et que ce soit son tour à lui. Cet homme juste derrière moi. Il est certain qu'au temps de la grande prospérité des langoustines, des grosses langoustines, je ne l'aurais pas vu, ni même entendu. J'aurais commandé rapidement dans le silence maternel et je serais déjà à la pâtisserie ou même en train de ranger mes courses dans la voiture. Mais j'ai tant hésité devant ces 3 cajots, perdu tant de minutes. La vie ne repasse pas les plats. Il n'y a que lui pour dire cela. Sûr qu'il m'a reconnu. Le brouillard se fait moins épais sur la place du marché. Il m'a reconnu et se réjouit sans doute de me voir hésiter, lorgner les prix, reculer, compter mon argent. Je le laisse passer. Les petits budgets doivent s'effacer devant l'abondance des étalages. Tiens, prends mon tour, je n'arrive pas à me décider. Tu es trop bonne. Avant même de me demander pourquoi je suis là, sur cette place de marché, dans ce bourg au brouillard épais, il commande, très à l'aise, et devant moi, budget confortable, 3 kilos de grosses langoustines. De grosses? Celle-là? Évidemment celle-là. Et peut-être une livre de petites pour décorer la terrine. Ils auront donc terrine à leur réveillon. Les crevettes surgelées sont nettement moins chères. C'est ce que moi, Hélène Pogam, j'achète pour mes décorations. Mais avec son argent qu'il étale devant tous, pourquoi s'arrêter? Terrine de saumon, le traiteur évidemment. Il n'a pas de temps à perdre, lui. Lui, le premier mari de Claire. Je ne crois pas au hasard. Si je rencontre Jean, le premier mari de Claire, en ce jour de réveillon, sur le marché d'une petite ville de Cornouailles, c'est qu'une histoire tente de s'approcher. Après 20 années de silence, on ne se retrouve pas ainsi, à la veille de Noël, devant des cajots de langoustines. Dans la capitale peut-être, ou dans les grandes villes de l'intérieur, au cours d'une manifestation, dans les musées, les bars, les librairies. Ah, j'étais certaine de rencontrer quelqu'un. Eh bien voilà, c'est toi. Qu'est-ce que tu deviens? On va prendre un verre? Mais là, dans ce brouillard épais, à cette heure, devant des langoustines? Je m'étonne, mais lui semble très à l'aise. Nous continuons notre parcours de marché, puisqu'il semble être le même
en ce froid matin de réveillon. Sauf que Jean sort les billets sans un regard. Il ne compte pas, il achète. Ma mère est là, dans l'ombre, qui hausse les épaules. C'est un couple à deux payes. Elle en rêvait, ma mère. Enfin non, elle se sentait trop rapidement concernée par la deuxième paye. Alors elle transformait. Ah, si ton père gagnait assez. Non, plus. Enfin, suffisamment. Et rejoignait son rêve. Le ravalement de la maison, une véranda. Surtout une véranda, ou tout simplement un tailleur, chic, pas élimé. Tu comprends, ma fille? Pas élimé au poignet, pas râpé sur les coutures. T'as vu devant les vitrines? Celle-là qui regarde, le porte-monnaie plein. D'ailleurs, elles ne regardent pas, elles entrent. Puis elle soupirait de son tailleur usé, résigné. De toute façon, on finit toujours dans le même cimetière. Sans doute le pensait-elle à l'époque. Elle n'avait pas encore choisi son terrible isolement devant la mort. C'est sur son lit de départ vers l'au-delà, son lit de mort, que ma mère m'a demandé de promettre, pour cette année et les autres à venir, toutes les autres à suivre. Elle avait été hospitalisée d'urgence et la direction de l'hôpital m'avait prévenue. Je vivais dans une autre ville avec mes enfants, déjà séparée de Bernard, mais bien avant cette histoire de Claire, bien avant nos vacances dans le sud, bien avant cette affaire d'oubli. Après la mort de son mari, autrement dit de mon père, ma mère avait déménagé, vendu la maison et acheté un appartement totalement anonyme dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Je me demande même si elle en avait vu des photographies, si elle en avait regardé la situation sur une carte. Son éloignement de la mer. Comment avait-elle choisi cette ville et cet appartement? Je ne l'ai jamais su. Je n'ai connu que cet hôpital où l'on m'avait fait venir. Elle nous rendait parfois visite, à nous, mes enfants et moi, mais elle ne voulait pas nous inviter chez elle. Cette ville où personne ne la connaissait, où surtout, personne ne pouvait dire, en la voyant marcher dans la rue, « Voilà la veuve Pogam » ou, plus avant, la voyant à la pharmacie. Qu'est-ce qu'elle peut prendre comme médicament? Elle ne s'est pas encore remise de la mort de son mari. Vous trouvez, vous aussi? Remarquez, elle a toujours été fragile des nerfs. Ou alors, la veuve Pogam à la poste, elle n'a rien à faire à la poste à cette heure-ci. D'ici qu'elle envoie un télégramme à son nouveau chéri, on peut s'attendre à tout avec cette veuve Pogam. Ma mère ne voulait pas des ragots, mais je crois surtout qu'elle ne voulait pas mourir devant tout le monde. Je veux dire, devant les voisines, les relations, bref, devant son entourage. Elle ne voulait pas que cela se sache, ni qu'on la voie passer de vie à trépas. Elle voulait que tout un chacun, ou surtout chacune, garde en mémoire le souvenir d'une Madame Pogam, veuve après tout, si l'on ne pouvait s'empêcher de le dire, mais d'une Madame Pogam vivante. Elle ne craignait pas de mourir, elle n'avait pas peur de l'autre côté, et s'en fichait totalement de ce qu'elle allait y découvrir. Elle était vexée, tout simplement vexée de devoir prendre ce train de la mort en laissant du monde sur le quai. Prévenue, j'arrivais le plus vite possible. Après tout, elle demeurait ma mère, malgré toutes ces élèves foutues à la poubelle. Je crois qu'elle était royalement agacée, en colère même. Si tu crois que ça m'arrange de mourir. Je me renseignais. Peut-être avait-elle un ouvrage en cours? Était-elle chagrinée de partir avant de l'avoir terminé? Avait-elle laissé du déballage dans sa cuisine ou dans sa chambre? Elle avait été hospitalisée en urgence, et dans ces cas-là, on voit ce qu'il y a à faire.
Mais on ne peut agir. Si elle était chagrinée de tout cela, qu'elle me le dise. Je pouvais y aller tout de suite et prendre des photos d'un ordre nouveau, afin qu'elle le voie, cet ordre nouveau. Il était en effet difficile de me croire lorsque je disais en partant « je vais ronger ». Une souillon pareille. Mais non, assura-t-elle, je ne suis pas comme toi. Tout est propre, j'ai eu le temps de mettre de l'ordre, je m'y attendais. Vexée de mourir, vexée de partir avant moi, enfin vexée de partir devant moi. Il n'y aurait pas eu cette affaire de promesse qu'elle ne m'aurait pas prévenue de son hospitalisation. Hélène, elle avait tant besoin de moi qu'elle parla doucement à ce prénom donné par Claire et qui d'habitude rejoignait la poubelle et plus vite que ça. Elle était mourante, avait reçu les derniers sacrements. Le prêtre avait apporté de l'huile bénie à l'évêché. Une huile sacrée, Madame Pogam. Ma mère s'en foutait complètement du caractère sacré de cette huile venue de l'évêché. Cette bénédiction lui faisait perdre du temps. En partant, le prêtre avait conseillé des prières, des dizaines de chapelets. Non, mais pour qui il se croit, lui? Comme si j'étais venue à l'hôpital avec un chapelet. Cela fait longtemps que ce n'est plus à la mode d'égrener des chapelets. Le prêtre avait à peine fermé la porte qu'elle me parla de son agenda. Apporte-le. Je le connaissais bien. Bleu à tranches dorées. Pas très ordonné. Enfin, moins ordonné qu'aujourd'hui sur ma table. De nombreuses adresses figuraient sur de petites feuilles volantes. Oui, celle-là. Je ne savais pas si j'allais les garder, mais si, finalement. Je dus les recopier devant elle. Tu t'arrêteras lorsqu'elles viendront apporter le repas ou faire les soins. Je suis censée préparer ma mort et prier. Tu comprends que j'ai bien autre chose à faire. Elle s'arrêta un moment. Hélène, tu vas me promettre? Je crus qu'il s'agissait de prévenir au cas où. C'est très poliment, avec beaucoup de précautions, que je murmurai au cas où, puisqu'il était évident pour l'équipe médicale qu'elle allait partir. Toutes ces personnes en blouse blanche ne disaient pas mourir, elles disaient partir. Elles disaient nous quitter. Madame Pogam va nous quitter. Prévenir au cas où? Non. Surtout, tu ne préviens personne de mon départ, mais tu vois, tous ces gens, toutes ces femmes, au 1er janvier, enfin, à l'époque des vœux, tu leur envoies une carte, une très belle carte de ma part, une carte de bonne année, de meilleurs vœux. Elle parlait sans difficulté. Tu n'auras aucun mal à imiter ma signature, ni mon écriture. Si tu n'y arrives pas, tu glisses une feuille tapée à la machine. Tu comprends, Hélène, ma douce Hélène? Je veux vivre encore, ou du moins que toutes ces bonnes femmes le croient. Tu n'oublies personne. Je sais que tu n'as pas le sens des réalités, vraiment pas, mais tu n'oublies rien. C'est pour cette raison que je te le demande. Je n'oublie rien. Pour cette raison, ma mère m'avait appelée, mais surtout, elle n'avait personne d'autre. Je mis un moment à comprendre la folie de sa promesse. Mais elle avait malheureusement toute sa tête et me demanda de feuilleter son agenda, lettre après lettre, de A à Z. Je devais écrire un G devant les garces, celles dont les adresses seraient concernées par ces vœux de l'au-delà, ces vœux formulés par moi. Les garces, toutes ces femmes qui, un jour ou l'autre, l'avaient humiliée devant tout le monde, ou même humiliée en solitaire. À croire qu'elle ne pouvait rencontrer une femme sans être immédiatement humiliée. Il n'y avait pas d'homme dans cet agenda bleu à tranches dorées. Tu es prête? Allons-y. Tu me dis les noms et je te précise G ou pas. Jacqueline Akral, celle-là, tu peux mettre un G. Josiane Entraite, oui, un G. Elle était première aux 100 mètres. Ce n'est pas une raison. Si, j'étais la deuxième, elle faisait exprès. Un G. Geneviève Balkan, celle-là a fauté avant moi.
Oui, on disait fauter à cette époque-là. 2 jours avant, un été. Cela se passe souvent l'été, ces choses-là, mais je n'ai pas tardé à la rattraper. Avec le même garçon. Le même? Ben oui, le même. Mais alors papa n'était pas le premier. Non, bien sûr, ce n'était pas le premier. Mais pour lui, j'étais la première. À chaque fois qu'une infirmière, une aide-soignante entrait dans la chambre, je cachais l'agenda. « Comment allons-nous, Madame Pogam ?» Ma mère s'impatientait. « Nous allons bien. Nous récitons des actes de contrition. Nous avons bien compris que nous n'en avions plus pour longtemps avec cette huile de l'évêché. Nous avons besoin du silence. Merci de ne plus nous déranger. Nous avons besoin d'être seuls pour partir. Votre maman est très courageuse, disait la blouse blanche en fermant la porte. Ce qu'elles peuvent être agaçantes. Tu es prête? On continue. Geneviève Bordard, celle-là, on n'a jamais eu un repas de bon avec elle. Un repas de bon? Une voisine qui s'ennuyait chez elle. Ne pouvait pas rester chez elle, cette femme. Elle n'est pas vraiment garce, Germaine, mais elle mérite bien d'être jalouse de ma vigueur. Pour celle-là, comme pour les autres, tu écris bien. Bonne année à vous. Je vous espère en bonne santé. Pour ma part, je suis en pleine forme, heureuse. Ma fille est adorable avec nous. Nous allons en cure tous les ans au mois de septembre. Je peux manger ce que je veux. J'ignore tout des dentiers et sur ma peau des fleurs de cimetière. Mon médecin dit que je n'ai pas la peau de mon âge, ce qui est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et vous, connaissez-vous les fleurs de cimetière? En avez-vous, par exemple, sur les mains? Je me promène beaucoup et n'ai rien de cassé. Pas d'ostéoporose, pas de couche, ni de toutes ces choses que l'on met aux vieux. Je ne sais absolument pas à quoi ressemble un déambulateur. On m'a dit que parfois les personnes de mon âge en avaient besoin. Aussi qu'elles devenaient sourdes et portaient un appareil pour comprendre les ordres donnés par les infirmières. Loin de moi l'idée de recevoir des ordres. D'ailleurs, je pense rester à la maison jusqu'à la fin, qui viendra le plus tard possible. À la maison et sans alarme autour du cou. J'ai bien plus élégant, bien plus chic et plus cher pour enjoliver mon visage. Je veux vivre centenaire et passer à la télévision. Bon, tu as bien tout noté? On relit? Évidemment, tu arrangeras, c'est l'esprit des cartes de vœux. Ne mets pas toujours la même chose, sinon elles diront que je radote. Bon, on continue. Philomène Bourris? Oui, âgée. Elle est venue à l'enterrement de ton père. Ben, c'est plutôt gentil. Non, elle n'aurait pas dû y être. Âgée. Emmanuel Cadiou? Elle a piqué mon rouge à lèvres samedi soir. Noémie Cadoc? Elle n'est pas venue à l'enterrement. Mais tout à l'heure, tu disais... Oui, mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Noémie aurait dû y être au premier rang, dans le deuil. On l'a même attendue pour le cortège. Oh, et puis tu m'énerves avec toutes ces questions. Tu me dis le nom et moi le G. Ça suffira bien. Et je feuilletais l'agenda devant elle, inscrivant le G de garce devant la plupart des adresses. Sauf une. Ah non, celle-là est gentille. Tu peux écrire que vos désirs soient réalisés, amour, passion, santé, chance, tout cela. Mais je crois qu'elle est déjà morte. Évidemment, tu n'envoies pas de vœux aux associations. Si elles te réclament une cotisation, tu renvoies l'enveloppe. Tu n'écris pas « décédé ». Tu mets « n'habite plus à l'adresse indiquée ». C'est ce que j'écrivais pour ton père. Il t'avait demandé aussi? J'essayais de comprendre. De souhaiter bonne année à sa place? Certainement pas. Voilà autre chose. Il s'en foutait complètement de vivre plus longtemps que les autres. Tandis que moi, je veux mourir la dernière. Tu comprends? De toute façon, pour ton père, j'aurais refusé. Il y a des choses que l'on ne peut pas demander à sa femme, à sa future veuve. Tandis qu'à sa fille, on peut tout demander. Tu me promets, Hélène? Elle revenait au H aspiré pour bien me signifier qu'elle avait, elle, ma mère, choisi le créneau, et non pas cette Hélène de poubelle. J'aurais pu négocier, sur le prénom déjà, sur la suite aussi.
sur sa présence permanente, ses conseils, ses ordres, ses rires de l'au-delà. Mais si je connaissais son absence totale de tendresse, je ne pouvais imaginer cette manie qu'ont les mères mortes de toujours revenir pour critiquer âprement. Certaines mères. J'aimerais penser que toutes les mères ne se ressemblent pas, mais comment le savoir? La mère de Dominique est encore vivante, mais si gentille, si douce que je n'imagine pas. Inutile de poser la question à Odile, à Solange. Par contre, elles, je les vois très bien en mères de l'au-delà. Prenant même, s'il leur arrivait de mourir avant moi, un strapontin aux côtés de ma mère. Mais à l'époque, dans cette chambre d'hôpital, je ne connaissais pas Dominique ni les deux veuves de la gymnastique. Nous en étions au V de Weber, la plus garce de toutes, Marthe Weber. Elle minaudait devant ton père et devant moi. Alors, dès que j'avais le dos tourné, tu imagines, tu insistes bien sur les rides pour celle-là. Tu écris « Ma fille me dit que je rajeunis de jour en jour. Je n'ai même pas de cheveux blancs. Et vous ? Je vous souhaite une très bonne santé, aussi forte que la mienne, et beaucoup de bonheur avec vos enfants et petits-enfants. Tu insistes, je vous écris de chez ma fille. Je passe toujours le réveillon chez elle, aussi le mois de janvier, parfois février. Comme ça, elles te répondront chez toi. Tu écris bien ton adresse derrière. Tu signes Jeanne Pogam, tu oublies le veuvage. Il faut avoir connu ma mère pour imaginer à quel point elle pouvait jubiler de tous ces mensonges, de cette ignoble farce dont j'allais être l'actrice, si du moins j'acceptais. Mais comment refuser à quelqu'un qui s'apprête à partir vers un au-delà que l'on ne connaît pas? Elle me demanda de ranger l'agenda à tranches dorées dans mon sac et de le garder toujours sur moi. On ne pouvait savoir où me surprendraient les prochains 31 décembre. Elle me fit ensuite promettre, d'écrire tous ces mensonges jusqu'à ce que la dernière lettre me revienne, jusqu'à ce que l'agenda soit vidé, toutes les adresses barrées. Les lettres te reviendront, décédées. Là, tu barres, tu élimines. Par contre, n'habite plus à l'adresse indiquée, tu insistes. La personne peut être en maison de retraite et ses enfants n'auront pas eu la délicatesse de faire suivre le courrier. Tu insistes, Hélène, tu me promets. Oui, je te promets. J'avais passé l'âge de dire maman, mais pas celui de promettre. Et sur la côte, on respecte les promesses données aux morts. Il paraît, et Léonore me l'a dit, que dans les grandes villes, tout le monde s'en fout. On brûle les corps et les promesses avec. Je te promets jusqu'à ma fin, mais après, je pense qu'elles seront toutes mortes. À qui voudrais-tu confier cet agenda? Il sera vide sans doute. Encore que ta fin, tu serais bien capable de l'avancer, de la prévoir. Le suicide, ce serait bien ton genre. Je préfère que tu ne confies pas cette mission à tes fils. Les garçons oublient ce genre de choses. Non, à une de tes amies. Il n'y a qu'une femme pour comprendre une telle promesse. Mais tu as si peu d'amis. Cela ne m'étonne pas, tu es aimable comme une porte de prison. La petite Claire, elle a une sacrée personnalité, cette petite. Tu pourrais lui confier l'agenda avant d'avaler tes cachets. Je promis encore de garder dans mon sac jusqu'à la fin cet agenda bleu à tranches dorées. Je le posais à côté du mien. Le mien était presque vide à cette époque. Les amis qui n'en étaient pas, les amants qui n'aimaient pas vraiment, avaient quitté les pages de mon carnet. Il restait clair, et lors de mon arrivée sur l'île, l'agenda fut complètement vide, blanc. Plus tard, ici, dans le brouillard, j'ai mesuré mon bonheur, ou du moins ma quiétude, au nombre d'adresses et de numéros de téléphone que j'inscrivais dans mon agenda, à tranches blanches. Le premier numéro fut celui de Paul-Henri. Puis, au fur et à mesure que se vidait l'agenda de ma mère, le mien prenait de l'ampleur. Corps à corps, tous les deux dans mon sac. Je dus promettre à plusieurs reprises, répéter les adresses, bien insister sur cette saloperie de Weber. Puis elle me demanda un verre d'eau. Hélène, il y a de l'eau minérale dans le couloir. Prends un verre
Et surtout, garde l'agenda dans ton sac. Je veux dire, avec toi. Je mis un moment à trouver le distributeur d'eau minérale dans le couloir. Lorsque je revins, le verre à la main, elle était morte. Elle était si vexée qu'elle avait préféré partir seule. Que cela ne se voit pas. Je la soupçonne d'avoir d'ailleurs un peu accéléré les choses, d'avoir senti la mort venir et avaler un cachet-rond pour que tout aille plus vite. Surtout que moi, sa fille, je ne recueille pas son dernier soupir, que je ne recueille rien du tout, si ce n'est ce précieux agenda à tranches dorées. On pourrait penser qu'elle est morte discrètement, dans le plus total des silences, alors qu'elle s'est offert une mort totalement théâtrale, sans public c'est certain, mais tellement jubilatoire, à tel point que moi, sa fille, je l'enviais. Je dus taire un bravo maman. C'eût été trop fort, mais cette fausse discrétion, cette apparente modestie, me laissèrent presque respectueuse. Dans la mort, cette femme qui était ma mère avait bien caché son jeu. D'ailleurs, était-elle morte? Voilà, merci beaucoup. Bude prostor pro otázky. Maintenant, si vous permettez, entamer la discussion. On s'entend. Je vous entends. Très bien. Vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis là. Je vous entendais pas très bien. Oui, je suis toujours là. Ici, on attend la lumière. D'accord, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre écoute. C'est un peu difficile à lire quand on n'a pas de public devant soi, mais j'espère que vous avez... Takže děkuji vám, že jste poslouchali. Je to těžké číst, když nemám před sebou publikum, ale doufám, že jste pozorně poslouchali. Tak, maintenant, oui, ici c'est la lumière. D'accord, merci. Takže máme světlo. Asi dovolím vždycky poslat mikrofon. La première question. První otázka. Dobrý večer z Brna. Já bych vám chtěl poděkovat za vaše lehké čtení a zároveň takový lehký nadhled nad věcí, která je opravdu pro život každého člověka velmi vážná. A moje otázka zní, jak se vám to psalo, nebo z jakých popudů jste přistupovala k tomuto psaní, této věci, a jaké na ní byly ohlasy? Děkuji vám. Alors la première question. Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir. Merci pour cette lecture un peu légère. Qui représente en même une certaine distance à propos des choses qui sont quand même tragiques ou difficiles dans la vie. Et ma question alors, comment avez-vous procédé ou quels étaient vos sentiments en écrivant cet extrait? Quelle était votre motivation et quel était le retentissement parmi je sais pas, dans le public en général? C'est-à-dire à propos de la lettre de la mère, du désir de la mère d'exister encore après sa mort. Oui, en fait, l'extrait ou le livre tout entier qu'on ne connaît pas ici, j'imagine, donc plutôt le... J'ai pas entendu. Oui, plutôt cet extrait, parce que je pense c'est le... Oui, cet extrait. Mon sentiment, en fait, l'idée de cette lettre m'est venue au moment où j'écrivais, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé le livre en me disant, en sachant que cette lettre de la mère allait exister, mais l'idée m'est venue en parlant des relations que la fille avait avec la mère. C'était des relations très tendues
Et en fait, pour ma part, en l'écrivant, je jubilais. Je trouve que l'idée de la mer, c'était une idée qui ne semblait pas m'appartenir finalement. C'était comme si l'idée était venue du personnage, je la trouvais drôle et pour moi, je jubilais. Je trouvais que c'était en même temps un peu machiavélique, mais en même temps assez drôle. Donc, pour ce qui est de l'impression des lecteurs, bon, les lecteurs ont trouvé cette idée un peu aussi comme moi j'ai trouvé machiavélique, mais bon, assez, oui, jubilatoire en fait, mais assez horrible en même temps. C'était l'impression d'autorité. La mère est quelqu'un de très autoritaire et en fait elle ne supportait pas de mourir et ainsi elle précisait qu'elle voulait continuer à vivre et surtout à bien montrer dans l'au-delà à ses fausses amies qu'elle était la plus forte en fait. Mais c'était aussi une façon de piétiner sa fille, je pense. D'accord, merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. On va voir. Oui, non, c'est parce que oui. Takže pokud je o ten dopis, tak když jsem ho psala, tak vlastně jsem neměla nějakou jasnou představu. Vycházela jsem spíš z toho vztahu mezi matkou a dcerou a jakoby ta myšlenka, ze které jsem potom vyšla, jakoby mi nenáležela, ale jako připadlo mi to takové velice jakoby veselé nebo takové jako až radostné a vycházela jsem vlastně z té postavy samotné. Pokud jde o ohlasy nebo pocity těch čtenářů, tak také jim to připadalo takové velice jako veselé čtení. Musím říct, že zároveň tedy jde o ten kontrast ostrý mezi tou matkou a tou dcerou, která je ta matka se chce za každou cenu nebo jako velice silou ukázat u těch svých ženských kolegyň nebo přítelkyň a chce jim ukázat, že vlastně dokáže žít i jakoby za hrob nebo pokračovat dál v tom životě jaksi silou. Takže to je asi tak, snad jsem vám odpověděla dostatečně. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Alors voilà ce que je voulais dire parce que je pense que la personne n'a pas lu le livre en entier. Le livre est en fait une histoire où appuie sur les tensions qui peuvent exister entre la mère et la fille. Et en fait, la mère, en demandant à sa fille d'écrire ses lettres au moment du 31 décembre et du 1er janvier, et d'offrir ses vœux à ses amis, ou à ses fausses amies, piège sa fille en fait, parce que finalement, elle oblige sa fille à écrire de sa part tous les 31 décembre, enfin, je veux dire, non, tous les 28 décembre pour poster les lettres suffisamment tôt, et en fait, elle piège sa fille et elle s'arrange pour rester vivante et présente auprès de sa fille et la lier en fait. Je veux dire, en fait, c'est un texte qui peut paraître un peu léger, mais qui est quand même un texte d'emprisonnement de la mère sur la fille finalement. Takže ještě bych tomu dodala, že vlastně, jak se zmiňovala to napětí mezi matkou a dcerou, tak ona vlastně ty dopisy, že těch přání k novému roku musí jakoby sepisovat násilím, jako pod jako nátlakem těm svým přítelkyním a je to vlastně taková jakoby past na tu dceru, že ona vlastně už je musí poslat někdy 28. prosince a tím vlastně jakoby přesvědčuje i tu dceru, že ona zůstane živá, takže ji vlastně jakoby tím i uvězňuje tímto svým přístupem. Merci. Bonsoir. Chci se zeptat na váš vztah k moravskému národu, taky na to, jak funguje svaz spisovatelů v Bretani a jak fungují překlady z bretonštiny. To znamená, jestli ta organizace, už jste patrně členem, nebo která udělí v Bretani ceny, jestli je vymezena spíše jazykově na autory, kteří píší bretoňsky, nebo na všechny autory, kteří píší v Bretani oběma jazyky, anebo na autory, kteří sdílejí identitu bretoňského národa, i když třeba bretoňsky už ne. Je vous entends.
Oui, il s'agit de deux questions. La première concerne votre relation à la nation morave, donc, dont Brno est la capitale. Et la deuxième question est sur le breton et sur les traductions du breton. Donc, si l'Union des écrivains bretons, par exemple, s'il s'agit d'un organisme qui est juste destiné aux auteurs qui écrivent en langue bretonne, par contre, s'il s'agit des auteurs qui écrivent, par exemple, en français, mais vivent en Bretagne et qui s'identifient à la nation bretonne. Je vais essayer de répondre. Je n'ai pas compris la première question, je vais déjà répondre à la deuxième. L'Association des écrivains bretons regroupe les écrivains bretons qui écrivent en français et qui écrivent en breton. Mais il faut voir que le breton a été interdit pendant longtemps et qu'il y a eu, jusqu'à présent, il y avait peu de littérature bretonne, c'est-à-dire peu d'écrivains qui écrivaient en langue bretonne, et qu'il y a un renouveau depuis, disons, 20-30 ans, et qu'à présent, il y a des écrivains qui publient en breton, mais ça a été, comment dire, le breton était interdit dans les écoles, on disait souvent il est interdit de cracher par terre et de parler breton, et donc le breton a été une langue qui a décliné pendant un bon moment, et à présent elle est de nouveau, elle revit, et il y a des publications et de la littérature bretonne, mais pendant longtemps elle a été, comment dire, très faible. Quant à moi, je ne parle pas breton, je parle un peu breton, mais je n'écris pas en breton, j'écris en français. Mais l'association regroupe les deux catégories d'auteurs. D'accord, merci. Donc je vais traduire la deuxième question, peut-être qu'on pourra revenir, mais on peut la sauter tout de même, parce que ça répète souvent. Donc, tato organizace sdružuje jak francouzské, tak bretonské autory, ale musíme zde dodat, že bretonština byla tedy zakázána po dlouhou dobu a nyní dochází k jakémusi obrození nebo obnovení této tradice, takže existuje velice málo literárních děl. V současné době k tomu obrození dochází za posledních asi 20 až 30 let a těch spisovatelů také není mnoho v bretonštině. Taková perlička, že se jako bývaly nápisy, kde se zakazovalo plivat na zem a mluvit bretonsky. Jako oficiální nápis tedy někde na budovách. Já sama jsem tedy bretonsky nemluvím, ale jsem součástí tohoto svazu, i když píšu francouzsky. Je pourrais ajouter quelque chose. Bon, il y a actuellement aussi une politique de remise à jour, enfin de remise de développement du breton, c'est-à-dire que par exemple dans toutes les villes, toutes les indications géographiques sont traduites en breton, il y a maintenant des écoles bilingues, mais tout cela était hors de question il y a 20 ou 30 ans à peu près, donc c'est vraiment un renouveau finalement qui est aussi favorisé par la région. Et l'identité bretonne est quelque chose de très forte, même si la langue n'est pas toujours d'actualité. C'est vraiment très important. On est breton avant d'être français en fait. Takže ještě bych doplnila, že jde o takovou současnou politiku podpory vývoje bretonštiny. Například ve vesnicích najdete ty názvy, jak francouzsky, tak bretonsky. Vydávají se různé dvojazyčné tedy knihy, nebo jsou i školy dvojazyčné. A je tedy taková jako snaha tu bretonštinu podporovat. A obecně se dá říct, že jde zejména o identitu, i když lidé třeba bretonsky nemluví, tak se cítí jako Bretonci předtím, než jsou Francouzi. Je voulais aussi dire que la Bretagne est très présente même dans ce roman et dans mon écriture en général. Comment dire, même ce thème de la prédominance de l'autorité, de la présence extrême de la mer, c'est aussi... enfin, je veux dire, c'est très breton comme thème. Le climat, l'achat des langoustines, les repas, je veux dire, tous ces thèmes qui ont l'air légers, en fait, sont des éléments très importants de la vie en Bretagne. Et la présence de la mort est aussi... Enfin bon, je mélange un peu les thèmes en parlant assez vite, en étant loin de vous, mais la présence de la mort est aussi quelque chose de très important chez nous. Takže ještě bych dodala, že vlastně Bretagne je velice přítomná v mém psaní, jednak taková ta dominance tematky, dá se, že to je jakoby jedno z těch témat, pak i to podnebí nebo vůbec
takové ta témata třeba nákup těch ryb nebo těch langust a také problematika smrti vlastně je spjatá s tímto mým krajem. D'accord, merci. Maintenant, je laisse poser la troisième question. Oui. Já bych se ještě zeptala k tomu textu, a sice otázku čistě hypotetickou, a ta by byla, kdyby matka měla ve svém diáři napsanou adresu i svojí dcery, jestli by k ní dosadila písmenko M, kdyby odhlídla od toho, že ona je její dcera, nebož prostě jako z hlediska té osobnosti té dcery. Děkuji. Oui, donc moi j'ai une question hypothétique concernant le texte. Oui. Si la fille trouvait dans cet agenda son nom, est-ce que la mère ajouterait un petit G pour garce, même du point de vue de la personnalité de la fille? Qu'est-ce que vous dites? Je pense que la mère, oui, ajouterait. Enfin, elle ne l'ajouterait pas devant la fille parce qu'elle aurait peur à ce moment-là que la fille ne tienne pas sa promesse, mais je pense qu'elle l'ajouterait de... Oui, je pense. Takže myslím si, že by to tam doplnila, ale asi ne v ten moment, protože by se bála, že by pak nesplnila ten slib, ta dcera. Je n'ai pas pensé à ça. Vyprovokovalo to ve mně druhou otázku, a to právě tou značkou M. Máte někde ve svém množství příběhů, když to téma smrti, i něco podobného, kde se syn loučí s otcem, a jak taková zápletka u vás vypadá? Il s'agit d'un monsieur qui a déjà posé la première question. Oui. Donc il a ajouté ce qui a, chez lui, ce qui a provoqué ou fait penser à une autre question concernant la marque G. Oui. Et donc si le thème de la mort se retrouve, si on le retrouve dans d'autres textes que vous avez écrits par rapport de la relation entre un fils et un père, et à quoi est-ce que ça ressemble si oui? Non, dans mes autres romans, je n'ai pas mis en scène, enfin je n'ai pas eu de personnage masculin et je n'ai pas eu je n'ai jamais parlé de la relation entre un fils et un père, entre un oncle et un neveu, oui, et c'était tout à fait pacifique. Je pense que dans la plupart de mes romans qui mettent en scène des femmes, c'est surtout la relation mère-enfant, mère-fille, qui est abordée, jamais la relation père-fils. Takže ne, v těch dalších románech jsem rozhodně neměla vztah otce a syna. Je tam jeden případ, kdy tam je strýc a synovec, ale tam je to takový klidný vztah, takže to se asi nepočítá. A většinou tedy jde o vztah matka-dcera. Většinou jako hlavními hrdinkami jsou vesměs ženy v těch mých příběhů románů. D'accord, merci. Ještě bych se zeptal, prosím, na Cornwall v tom smyslu, že v Cornwallu došlo v souvislosti s jazykovým obrozením k tomu, že spousta lidí, kteří už neuměli konsky, se ten keltský jazyk začali znovu učit, a jazyk, který byl na vymření nebo téměř vymřel, tak se vlastně obrodil. Chtěl se zeptat, jak je to dneska, jestli třeba vy jako francouzský píšící spisovatelka máte možnost se na něčem takovém podílet, jestli takový proces existuje,
A taky mě není jasné, jak je to s bretonskými píšícími spisovateli, jestli mají třeba nějakou menší vlastní organizaci, a jestli když někdo z těch bretonských píšících autorů dostane cenu Bretagne, tak jestli automaticky s tím spojena práce na nějakém překladu do francouzštiny, nebo jestli každý autor si musí vybrat, jestli chce být hodnocen v rámci literatury bretoňských píšících autorů, nebo v rámci literatury na území Francie, která je samozřejmě kvantitou větší. Oui, donc je voudrais juste relever ici l'exemple des Cornouailles. C'est Cornouailles anglais. Donc, Britannique. Donc là, par exemple, il s'agissait d'une langue qui était presque morte, le celtique, et on a essayé un renouveau de cette langue. Donc si vous-même, mais peut-être que vous avez déjà répondu, si vous avez des possibilités de participer à ce renouveau, à cette sorte de, disons, renouvellement de la langue. Ma deuxième question, si les écrivains en breton ont une organisation petite, peut-être destinée juste à eux, et si quelqu'un qui reçoit un prix en Bretagne, en breton, pour un livre en breton, est-ce que ça entraîne automatiquement une traduction en français? Donc, s'il y a ce soutien financier, par exemple, à la traduction? Alors, attendez, je me souviens plus. Concilier les soutiens. Si vous pouvez participer à une sorte de renouvellement de la langue bretonne, vous-même, par exemple. Est-ce que moi je le ferai? Moi, j'ai prévu d'apprendre le breton, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore. Mais ceci dit, je serais incapable d'écrire en breton. Savoir si quelqu'un a écrit directement en breton et est-ce que l'ouvrage aurait été traduit en français? Oui, ça a existé. Est-ce que des écrivains écrivant directement en breton ont eu des prix? Oui, également, mais en Bretagne seulement. C'est-à-dire que l'Association des écrivains bretons, par exemple, a un prix spécialement pour les écrivains qui écrivent en breton. Mais je pense que ça sera très long. Enfin, je veux dire que le renouveau, si on peut appeler ça un renouveau, ou le retour de la langue, certaines personnes y croient, d'autres pas. Les personnes âgées, par exemple, pensent que c'est pas la peine et que ça sert à rien. Mais d'autres sont très militants et pensent qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que le breton reste vivant. Et tout ce qui est, comment dire, culturel et la région pousse également à ce que la langue reste vivace. Mais je veux dire que je ne suis pas sûre que tout le monde suive. Ce sera très long. Voilà. L'essentiel pour l'instant est fait pour que la langue ne meure pas. Est-ce qu'elle vivra comme elle vivait avant d'être interdite? Je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question. Allons voir. Merci. Takže ta první část, já sama tedy mám v plánu se bretonsky naučit, ale zatím nejsem schopná psát ani v tomto jazyce, takže to je až do budoucna. Je jisté, že existují překlady z bretonštiny do francouzštiny. Je i tedy speciální cena pro ty právě autory, kteří napíší román v bretonštině, ale jenom na území Bretaně, teda to se týká území Bretaně. Zajímavé je, že jak si této myšlence jaksi nějakého obnovení nebo obrození jazyka někteří věří, někteří ne. Zejména starší lidé si myslí, že to nestojí za to, že to nestojí za tu námahu. A někteří naopak jsou velice takový militantní nebo až jako bojovní. Pro mě je tedy důležité, aby bretonština zůstala zachována, aby přežila. To je první věc, ale i půjde rozhodně o dlouhý proces a nejsem si jistá, že všichni se k němu přidají. Dobrý večer, já bych chtěl poděkovat za to veselé čtení a měl bych jednu takovou prosbu a otázku. Ta vazba české kultury na Francouzsko je všeobecně známá a dost silná byla. A tak bych se vás chtěl optat, co vám říká česká kultura?
bonsoir, merci encore pour cette lecture assez joyeuse. C'est pas exactement joyeux, c'est caustique en fait. Caustique dans quel sens? Je veux dire, c'est joyeux, mais c'est aussi, comment dire, en français j'utiliserais le mot décapant, mais je sais pas, c'est un peu... Oui, on peut dire joyeux, mais c'est pas tout à fait joyeux, c'est un petit côté morbide. Je to zároveň, bych to asi možná, se těžko překládat, to je takové, excusez-moi, je vais coupé la že taková jako vlastně i zároveň sarkastická četba, nebo taková jistě mír tragikomická, možná by se dalo říct. Excusez-moi, je vous Oui, donc maintenant je pose la question. C'est généralement connu la relation entre la culture tchèque et la culture française, que ça existe depuis longtemps et qu'elle a été assez forte dans le passé. Pour vous, qu'est-ce que ça représente la culture tchèque? Est-ce que vous suivez quelque chose de la culture tchèque? Pour moi, c'est Kafka, essentiellement. Et comment dire, je connais des écrivains, je connais pour les avoir lus des écrivains qui étaient proches de chez vous, comme Sylvie Germain. Je suis un peu, mais pour moi, je suis plus en Bretagne qu'en France, et pour moi, c'est un peu loin. Takže... Pour moi, quand on parle de la culture tchèque, pour moi, c'est Kafka essentiellement. Že pro mě to v zásadě Kafka, jinak samozřejmě sleduji některé autory, kteří se nějak dotkli nebo přiblížili k českému území, například Sylvie Germanová, ale musím říct, že Bretaň jaksi je velice vzdálená vůbec jako Francii, natož potom vašemu kraji, vaší zemi. Et je vous prie de m'excuser, mais je ne suis jamais venue chez vous. Chtěl bych se omluvit, ale nikdy jsem ještě nedorazil do České republiky. Velká škoda. Já bych chtěl tento večer ukončit jinak než obvykle. Paní Letrian bohužel nemá webovou kameru, ale my ji máme a paní Letrian nás vidět může. A bych byl rád, kdybychom jí zatleskali tak, aby to viděla. Kdybyste, prosím vás, mohli nastoupit sem do tohoto prostoru. My na vás namíříme webovou kameru a potom začneme děkovat paní Letrian. Si vous pouvez patienter une minute ou deux, oui, bien sûr. Ce sera parce qu'on a plus ou moins clos la discussion, mais c'est juste pour vous remercier. Dobrý. Může? Petře, zeptej se, si nás vidí, paní. Vous nous voyez maintenant? Non. Attendez. Počkejte. Non, je vous vois pas. Nevidím Je vás. crois que ma vidéo, ma webcam ne fonctionne pas, je crois, sur l'ordinateur. Ale naše jo. Il faut que j'appuie quelque part, mais je sais pas. Aha, musím někde zmáčknout tlačítko a... Il y aura un petit bouton vidéo vraiment avec une caméra ou quelque chose comme ça. Ouais, mais j'ai eu des problèmes tout à l'heure avec l'ordinateur et je sais pas si... J'y arrive pas. Parce que vous me voyez? Non, pas pour l'instant. Non, j'arrive. Počkej, tak co? Že nás nevidí, že neví, kde to má zapnout. Non. J'ai appuyé sur plusieurs, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, si vous permettez, on va arrêter la connexion maintenant, on va débrancher et on va renouveler. Ça devrait réentamer avec la vidéo probablement. D'accord, mais je voulais aussi quand même une fois de plus m'excuser de ne pas être là. No, že to zkusí, ale teďka jsem musel slyšet. Už jsem to vypla. Jo.
je vous vois. Ah, d'accord. Je sais pas si vous me voyez, mais moi je vous vois. Ah oui? Jo, podí nás. Par contre, je vous entends. Merci. J'avais pas appuyé sur le bon bouton. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Bah non, je m'excuse encore une fois de plus. ještě jednou se omlouvám. Bonne soirée à vous. Pěkný večer, nous vous remercions et à la prochaine. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.